tu reçois un courrier de l'administration fiscale qui t'interroge, tu sais que tu as potentiellement un contrôle et un redressement fiscal et que tu n'en fais pas part à la personne qui veut acheter ton entreprise, c'est pas un oubli. Voilà, là, il faut pas plaisanter. La meilleure manière de se prémunir contre ça, c'est encore, quand on est acquéreur potentiel, de poser des questions précises, exhaustives et de laisser des traces écrites de ce qu'on a posé comme question. Tu as eu des cas récemment, ou même pas forcément récemment, mais est-ce que tu as eu des cas justement dans lesquels il y avait un véritable dol et qui risque que l'acheteur, au contraire, si jamais on arrive à détecter une intention de mauvaise foi de sa part? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une session presque parfaite. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez chaud, les litiges entre associés. Et pour cela, j'ai le grand plaisir de recevoir Guillaume Jiménez, avocat associé du cabinet 28 octobre, et qui va nous parler de la façon dont on peut sécuriser à la fois les négociations, mais surtout les litiges entre associés qui surviendraient après peut-être la cession avec soit l'acheteur, ou entre les associés directement, donc post-opération. Bonjour Guillaume. Bonjour Eliade, merci de me recevoir. Merci à toi, c'est un grand plaisir. Alors c'est vrai que dans mon podcast, je parle très souvent d'opération de cession, voilà, comment sécuriser une cession, mais j'ai jamais encore parlé des litiges. Et c'est vrai que c'est un sujet assez chaud et pour lequel tu es venu nous en parler. Donc avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire ce que tu fais, s'il te plaît ? Alors moi je suis avocat effectivement au barreau de Paris, associé du cabinet 28 octobre. On est aujourd'hui une douzaine d'avocats et on est historiquement un cabinet de robe, un cabinet de contentieux, avec une pratique que je porte en M&A corporate qui prend de plus en plus d'ampleur. Et pour être tout à fait franc avec toi, moi j'aime beaucoup ton podcast, que j'écoute depuis longtemps, et c'est comme ça qu'on s'est parlé cet été, parce que je me suis dit, mais c'est bien de parler de deal. C'est hyper intéressant, mais parlons peut-être des manières dont les deals, malheureusement, se confrontent à du contentieux. Et ça, c'est une réalité avec laquelle nous, au cabinet, on vit au quotidien, parce que ça fait partie de nos pratiques récurrentes. Et tu interviens principalement sur quels aspects d'un deal, par exemple, si on se concentre sur une opération de cession d'entreprise ? Alors, sur un deal, nous, on va... Alors, très souvent, on va accompagner des clients existants du cabinet. Donc, on va se concentrer sur toute la phase, en fait. On va les accompagner dans les pourparlers, qui sont une phase extrêmement importante du deal. Que ce soit quand on est côté acquéreur sur la partie d'audit juridique, parce que le juridique d'une société, c'est une partie quand même assez importante de ce qu'on achète. Donc, on va se concentrer sur un audit social, contrat de travail, on va se concentrer sur un audit contractuel, les principaux fournisseurs, est-ce qu'on a des contrats un peu sensibles avec des clauses de changement de contrôle, on va se concentrer sur la composition de l'actionnariat, sur tous ces sujets juridiques qui font partie de l'environnement du deal. Évidemment, on est accompagné et on travaille main dans la main avec des professionnels du chiffre, parce que c'est quand même l'autre aspect important de ces opérations. Et on va les accompagner jusqu'à la signature et au besoin, même si c'est pas l'objectif, dans les contentieux qui peuvent naître de ces opérations. Alors tu as parlé donc du pourparler, et évidemment c'est un moment très important, crucial lors d'un deal. Alors quelles sont concrètement les obligations des parties durant les négociations et en quoi elles sont engageantes et sur quoi justement à la fois l'acheteur et le vendeur peut-être doivent se tenir pour se protéger d'un éventuel conflit, on va dire. Les pourparlers, effectivement, c'est une phase qui est cruciale parce que c'est le cadre qui va permettre d'aller prendre toutes les informations dont on a besoin pour savoir si on a envie d'acheter et à quelles conditions on a envie d'acheter. Donc forcément, c'est un processus qui est un peu normé. Historiquement, il y a un principe en fait de pourparlers qui était un principe de jurisprudence. Les pourparlers doivent être menés de bonne foi. Et la limite, c'est la rupture considérée comme abusive de ces pourparlers. On a évidemment la liberté d'arrêter à tout moment de discuter avec un potentiel acquéreur ou un potentiel vendeur, mais pas de manière abusive. Alors après, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, cette matière a donné lieu à suffisamment de litiges pour que le législateur décide d'en faire aujourd'hui des articles du Code civil. Donc le pourparler aujourd'hui, c'est les articles 1112 et suivants du Code civil. C'est quelque chose qui est normé.
Et c'est en fait des principes qui sont extrêmement simples parce que c'est un principe de bonne foi. La bonne foi absolue. C'est-à-dire on n'engage pas des pourparlers de mauvaise foi. On ne cache pas d'informations. C'est la confidentialité, évidemment. Et c'est effectivement le fait de pouvoir sortir à tout moment de ces pourparlers, mais pour de bonnes raisons. Et c'est là qu'intervient en réalité le fait de contractualiser correctement ces pourparlers. On a cette fameuse étape de LOI, la lettre d'intention, qui pose ce cadre. Et c'est grâce à cet outil, en fait, de la LOI qu'on va pouvoir s'extraire au besoin d'un pourparler en cours si on ne trouve pas dans le cadre de ces discussions ce qu'on vient chercher. Si on a posé un calendrier de discussion qui n'est pas respecté, on peut en sortir, ce n'est pas abusif. Si on attend de retrouver certains indicateurs comptables et qu'on ne les retrouve pas à l'analyse des comptes, on peut sortir, c'est pas abusif. En revanche, si on se concentre essentiellement sur le fait d'obtenir des secrets de fabrication et qu'une fois qu'on les a obtenus, on décide qu'on n'a plus envie d'acheter, forcément, ça va faire tiquer quelqu'un. Et justement, alors, on va revenir sur ce point-là parce que c'est super intéressant de comprendre de quelle manière on arrive à prouver ces faits, mais on dit souvent, enfin voilà, on entend parfois que la LOI n'est pas engageante. Donc, au final, elle est en quelque sorte engageante. Alors, par principe, elle engage à mener des discussions de bonne foi, mais jusque-là, encore une fois, on a la capacité d'y mettre fin pour énormément de raisons, du moment qu'on est dans la bonne foi et du moment qu'on n'est pas dans l'abus. Là où il faut faire attention, et c'est un cas qui peut arriver, c'est une lettre d'intention qui est maladroitement rédigée et qui s'interpréterait en fait comme une promesse d'acquisition, plutôt que comme l'ouverture de discussion. Donc là, on est en matière contractuelle, donc effectivement, la rédaction, c'est essentiel, et il faut faire attention à ne pas rédiger cette lettre d'une manière qui pourrait nous engager à acheter, même si on n'en avait pas envie. Donc, toujours mettre au conditionnel, c'est ce que tu... Mettre au conditionnel, et peut-être parfois, enfin, je veux dire, des fois, il faut pas jouer, en fait, avec les termes contractuels quand c'est trop sensible, il faut pouvoir écrire de manière extrêmement claire que cette lettre d'intention a vocation à ouvrir un cadre de pourparlers et n'est pas engageante. Ne constitue pas une promesse unilatérale d'acquisition. C'est encore plus simple quand c'est dit clairement. Tout à fait. Exactement. Non, mais c'est parce que c'est une question de nuance au final. Évidemment. Et d'interprétation aussi de certaines clauses ou voilà, de ce qui est énoncé dans cette LOI. C'est-à-dire, mis à part peut-être l'intention de discuter de bonne foi, c'est très compliqué on va dire, de couper des négociations, de mettre une rupture à des négociations. En dehors de, voilà, quels sont les cas concrets pour lesquels l'acheteur comme le vendeur peuvent mettre un terme vraiment sans prendre le risque d'être réellement engagé? Alors, on est vraiment dans du cas par cas. Par exemple, on peut se rendre compte très tôt dans des discussions, dès qu'on commence à avoir accès à de la documentation confidentielle, que c'est pas ce qu'on recherche, et en sortir très vite. C'est beaucoup plus difficile de le justifier quand on a passé plusieurs mois à négocier et qu'on est en train de fixer un rendez-vous de signature. Voilà, donc là, par exemple, la notion d'abus, elle peut se trouver dans la durée des négociations. Alors c'est marrant, il y a un cas d'école, en fait, de la rupture brutale de pourparlers. C'est un de ces arrêts de la Cour de cassation qu'on retient par son nom plutôt que par sa date. C'est vraiment le cas d'école, c'est l'arrêt Manoukian. Donc la société Alain Manoukian, qui cherchait à l'époque à acquérir une cible. Les discussions ont duré plusieurs mois. Le vendeur en était à lui expliquer qu'on allait signer, il ne manquait que la présence de l'expert comptable qui n'était pas là pour le moment, mais qui n'allait pas tarder. Et d'un coup, cette société vend à une autre société. Voilà. Donc là, la Cour de cassation a considéré que légitimement, la société Manoukian, à ce stade des négociations, vu la longueur des négociations et vu ce qu'on lui disait sur le fait qu'on s'apprêtait à signer, elle a subi une rupture abusive. Parce qu'il y a une forme de mauvaise foi dans le fait de faire lanterner un potentiel acquéreur pour aller vendre à quelqu'un d'autre pendant qu'on lui assurait que c'était fait avec lui. Et comment peut-être te sécuriser aussi, parce que imaginons, voilà, toi t'es le vendeur, moi l'acheteur, et voilà, on discute longuement, on signe une LOI ensemble, etc. Et au final, j'arrive à quand même à recevoir beaucoup d'informations sensibles, confidentielles de ta part. Et un jour, voilà, je décide, parce que je ne suis pas réellement engagé, de mettre un terme aux négociations. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ce type de cas? Et comment prouver justement cette intention de nuire ou de récolter des informations sensibles
Parce que c'est une question d'interprétation aussi. Oui, Ouais. oui, et effectivement, tu mets le doigt sur un point qui est extrêmement important, c'est que la preuve de tout ça n'est pas forcément facile à apporter. Le cas d'école, je dirais, et moi je l'ai vécu, c'est quand tu veux céder ta société et que c'est un concurrent qui veut te la racheter. Concurrent qui peut avoir intérêt à mettre la main sur un certain nombre d'informations confidentielles, sur des process, des méthodes, pour se les approprier. Donc là, il y a plein d'outils. Il y a des outils contractuels. Déjà, on a un principe de confidentialité qui est général. Généralement, dans les lettres d'intention, il est quand même contractualisé de manière assez claire et précise. Mais par exemple, il est extrêmement difficile de prouver qu'un concurrent va s'être approprié des secrets de fabrication, parce que c'est pas forcément une information qu'il va rendre publique, juste qu'il va se les approprier et les utiliser. Donc après, il y a des outils qui sont, qui à l'époque étaient des méthodes qui aujourd'hui sont des outils souvent informatiques de data room qui permettent de présenter des informations d'une manière sécurisée en ne permettant pas à la personne qui les examine de se les approprier, de les télécharger, de partir avec. Et ensuite, tu vas avoir un principe là qui n'est plus juridique, qui est un principe de prudence en fait. C'est-à-dire que tu vas peut-être rentrer dans un niveau d'information et de précision de plus en plus important au fil de l'eau et au fur et à mesure que les négociations te donnent de bonnes raisons de penser que c'est sérieux. Mais on ne lâche pas toutes les informations au premier rendez-vous. Ouais, tout à fait. Voilà, tout simplement. Mais je pense que certains le font, tout comme certains, malheureusement, n'anonymisent pas, on va dire, peut-être aussi leurs collaborateurs, les employés, et c'est déjà arrivé effectivement qu'un acheteur ait surtout cherché à avoir le dossier de la société pour aussi regarder un peu mieux qui sont les collaborateurs, parce que parfois dans une opération d'acquisition, ce qui va intéresser certains acheteurs, c'est surtout le personnel, les compétences. Et je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'un acheteur au final en fait ne fasse pas le deal et en fait débauche plutôt des personnes de la société vendeuse. Alors, moi, j'ai jamais rencontré ce cas, mais c'est vrai que c'est une possibilité quand en fait la compétence, elle est portée plus par une personne que par des outils ou des méthodes. Moi, le cas que j'ai connu qui était assez typique, c'est un client qui reçoit une LOI d'un de ses concurrents qui entend le racheter. On nous annonce un prix qui se met sur un multiple d'EBITDA qui est complètement inconnu dans ce secteur d'activité. Mais pourquoi pas, on a une offre alléchante et on nous l'explique par le fait que ce concurrent veut agréger de la compétence et créer un leader sur son marché, dans un marché qui est un petit peu éclaté. Donc, pourquoi pas? Mais heureusement, on a un dirigeant qui était malin, qui est rentré tout doucement dans ces négociations, qui a joué le jeu, qui a communiqué de l'information. Mais on s'est vite rendu compte qu'avant même d'aller chercher des informations assez basiques, comptables et financières, ce concurrent s'intéressait à nos outils et à nos méthodes. Oui. Oui, déjà, on lui en a donné un petit peu, mais sans effectivement lui ouvrir le cœur du réacteur. Et on s'est rendu compte qu'assez rapidement, il s'est lassé de l'exercice et qu'il a mis fin aux discussions. Mais parce que c'est justement, je pense que ça maintenant les dirigeants sont beaucoup plus vigilants parce qu'ils entendent aussi eux-mêmes des histoires qui leur sont racontées de mauvaises expériences comme celle-ci. Et c'est-à-dire qu'au final, dès le début, même quand on parle de NDA aussi, est-ce qu'on peut déjà se sécuriser au travers d'un NDA? Parce que on entend également que le NDA, au final, personne, c'est très compliqué après de remettre en cause un NDA, souvent qui est signé pour avoir le dossier de présentation. Au final, le dossier de présentation, il n'y a pas forcément d'informations confidentielles. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui sont tout simplement curieux et qui veulent voir ce qui se trame sur le marché. Donc, c'est-à-dire que dès le NDA, on peut aussi peut-être se sécuriser davantage sur la globalité du deal. Alors oui, on peut dès le NDA rentrer dans un luxe de détails si on en a envie, puisqu'encore une fois, on est en matière contractuelle. Après, c'est vrai qu'il y a des pratiques de marché et on n'anticipe pas forcément dans un NDA permettant d'accéder à la première présentation du dossier, on n'anticipe pas forcément la confidentialité des informations sensibles qu'on peut être amené à dévoiler dans un stade avancé des discussions. Mais oui, c'est des outils contractuels qui sont pas toujours suffisants en soi, mais qui sont absolument essentiels et obligatoires. Ça fait partie des briques de base de la construction du deal. Maintenant, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, tu peux te confronter au cas d'un potentiel acquéreur qui va absorber de l'information, qui finalement pense qu'il en a assez pour les utiliser sans avoir besoin de te racheter.
Et le NDA, ça va être l'outil qui va nous permettre d'aller accrocher cet acquéreur de mauvaise foi, mais encore faut-il prouver qu'il s'est approprié et qu'il utilise ces informations. Donc là, après, on a d'autres outils judiciaires. On peut, si on a suffisamment d'informations pour supputer un tel détournement, par exemple de propriété intellectuelle, de savoir-faire, de secret des affaires, on peut aller sur requête demander une saisie, par exemple. D'accord. On peut aller et avoir un huissier qui toque à la porte de cet acquéreur un beau matin, accompagné d'un expert informatique, pour aller ramasser toute la donnée qu'on a sur les serveurs de la société, et après aller faire des recherches par mots-clés pour se demander si finalement... pour aller rechercher l'information potentielle. Alors parfois, c'est un coup d'épée dans l'eau, on se rend compte que c'était pas le cas. Mais bon, ça fait son effet d'avoir un huissier qui vient avec une ordonnance de saisie de l'ensemble de l'informatique d'une entreprise. Parce que voilà, tu as parlé de preuves aussi, et donc voilà, de l'arrivée parfois d'un huissier de justice, et on espère que ça n'arrive jamais à cette situation, enfin on espère le moins possible. Quel autre mécanisme il existe pour justement contester ou pour prouver qu'il y a eu une rupture, voilà, pour prouver qu'il y a une intention de mauvaise foi, qu'il y a une récolte d'informations sensibles, pour tout simplement prouver que l'acheteur ou le vendeur n'est pas forcément, surtout l'acheteur, n'est pas forcément, surtout le vendeur, n'est pas forcément fiable, ou quelle preuve il existe, quel mécanisme juridique il existe pour... Alors, côté acheteur, côté vendeur ? Si tu peux faire les deux, voilà, je ne sais pas en fonction de là où tu le passes en général, mais... Alors, au stade des pourparlers, ça va plutôt être le vendeur qui doit être méfiant de ce que son acquéreur essaye de récolter. Après, effectivement, sauf à ce que l'acquéreur de mauvaise foi soit en plus un petit peu maladroit et qu'il laisse traîner de manière un peu publique, réseaux sociaux, communication, des preuves de ce qu'il s'est approprié, des informations qu'il n'aurait pas dû s'approprier. C'est une preuve qui est assez difficile à trouver, sauf effectivement à aller, par exemple, chercher une saisie. Mais encore une fois, une saisie, on va voir un juge pour lui demander quelque chose qui est très invasif, quand même, d'aller saisir des disques durs, des dossiers dans une entreprise. Donc lui, il va quand même te demander, le juge, de voir un minimum de commencement de preuve, un doute sérieux, quelques éléments qui te permettent de justifier de faire une telle saisie. Parce que c'est quand même très invasif. Et à ton échelle, voilà, comment, sans passer par ce recours-là, comment tu peux faire cette enquête et récolter des informations, voilà, à ton niveau, évidemment. Alors parfois, il y a effectivement, il y a des maladresses, qui sont faites. On a des acquéreurs des potentiels acquéreurs de mauvaise foi qui utilisent les informations qu'ils ont récoltées de manière un peu trop publique parce qu'ils font pas attention ou qu'ils pensent pas que c'est un problème, et on se rend compte, ça peut être de la presse spécialisée, les réseaux sociaux. On peut avoir parfois dans des secteurs d'activité avec peu d'intervenants des transferts de salariés, des salariés qui quittent une entreprise pour en rejoindre une autre et qui nous disent par la bande, au fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il semblerait que... Et là, ça permet... Alors là, du coup, on a une attestation d'un ancien salarié. Et là, on peut aller voir le juge en disant, regardez, cet ancien salarié nous dit que cette personne qui était venue nous voir pour acheter notre société s'est approprié notre savoir-faire en ayant brutalement rompu les pourparlers. Là, le juge va pouvoir te donner une ordonnance pour aller effectuer une saisie et confirmer tes soupçons. Alors comment... Mais la preuve est libre en matière commerciale, donc elle peut vraiment intervenir de toute manière. Alors comment se sécuriser, comment prévenir ces stratégies dilatoires ? Mais en fait, il y a effectivement le droit. Il y a un cadre contractuel qui doit être assez finement rédigé. Alors, au stade de la LOI, les NDA, mais l'expérience montre qu'il faut aussi être pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut mener des discussions d'une manière qui soit de bonne foi, donc qui contraignent notamment le vendeur à dévoiler, à révéler toute l'information pertinente. Ça, on y viendra tout à l'heure, parce que c'est d'autres mécanismes, le DOL notamment, qui viennent en jeu. Mais il faut tout dévoiler, mais il faut dévoiler prudemment. Voilà. Doucement, il faut s'assurer, il y a des manières de s'assurer du sérieux d'un acquéreur potentiel, dans sa manière de mener les négociations. Alors après, il y a un peu de feeling, il y a de l'intuition, il y a
il y a des maladresses, effectivement, un intérêt peut-être trop marqué pour certaines informations plutôt que d'autres qui mettent la puce à l'oreille. Est-ce qu'on peut réclamer des dommages et intérêts si jamais on arrive à prouver qu'il y a une mauvaise intention? Alors, oui, mais c'est limité. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler qu'on est en France, et en France, le système judiciaire est ainsi fait que c'est pas un outil pour toucher le jackpot. Ouais. Voilà. Sinon, je pense que, évidemment, et pour nous, ce serait pas forcément top. Voilà, si on n'arrive plus à faire des deals. Après, en pratique, ça part de ce qu'on appelle le principe de réparation intégrale, c'est-à-dire qu'en France, on répare le préjudice, mais seulement le préjudice. Par rapport aux États-Unis, par exemple, on n'a pas en France de notion de dommages et intérêts punitifs qui viendrait, au-delà de la réparation du préjudice, vraiment sanctionner le comportement plutôt un comportement de mauvaise foi. Donc, on n'a pas ces mécanismes qui sont dissuasifs. Et sur la situation spécifique des pourparlers, c'est encore une fois ce fameux arrêt Manoukian qui a posé la règle. Et la règle, c'est qu'on peut être, quand on est victime d'une rupture abusive de pourparlers, être indemnisé, mais uniquement des frais qu'on a engagés dans le cadre de ces pourparlers. Donc ça va être des frais d'avocat, des frais d'audit, ça va être peut-être des frais de déplacement. Mais par exemple, un potentiel acquéreur ne va pas être indemnisé d'investissements qu'il aurait fait en anticipation de la cession qui n'était pas encore conclue. Et là où ça devient, là où c'est une vraie question qui a été tranchée de manière assez claire pour encore une fois éviter le jackpot, la rupture abusive des pourparlers ne permet pas d'aller percevoir des dommages et intérêts pour la perte de chance de réaliser les bénéfices qu'on espérait faire grâce à cette opération. Donc on a malgré tout une indemnisation qui est un petit peu limitée, et ce à quoi elle doit pousser un acquéreur prudent, c'est à investir ce qu'il faut dans ses pourparlers pour faire ça correctement, mais à ne pas anticiper la cession qui n'est pas encore là en faisant des dépenses qui ne seront pas indemnisables. Et que risque l'acheteur, au contraire, si jamais on arrive à détecter une intention de mauvaise foi de sa part? Alors, ce que risque l'acheteur, déjà la rupture dans ce cas-là par le potentiel vendeur ne serait pas abusive. Ouais. Oui, parce que c'est la réaction à un comportement de mauvaise foi de la part de l'acquéreur potentiel. Et en revanche, si le vendeur subit lui aussi cette rupture de mauvaise foi de la part de l'acquéreur potentiel, alors de la même manière, lui, il a le droit à l'indemnisation, mais encore une fois, des frais qu'il a effectivement engagés. Parce que je me dis, le vendeur, si l'acheteur, finalement, il a réussi à avoir des informations sensibles qui vont lui permettre, en fait, d'avoir une meilleure stratégie, de gagner des parts de marché, d'identifier des clients potentiels pour un nouveau produit, le vendeur, au final, mis à part des dommages et intérêts qui percevrait sur les frais qu'il a engagés, mais là, on va au-delà en fait de la rupture brutale ou abusive des pourparlers. Là, on est dans l'appropriation indue d'informations dans le cadre de ces pourparlers. Et là, on va avoir un panel d'outils un peu plus large. Ça va aussi bien être potentiellement les termes de la LOI ou du NDA qui permettent de sanctionner. On peut avoir des clauses pénales, c'est-à-dire on a un comportement, s'il est acté, il y a une sanction qui est contractuellement prévue. Ça peut être des outils de la concurrence déloyale, si en l'occurrence l'acquéreur de mauvaise foi était un concurrent et qu'il n'avait fait ça que pour s'approprier de l'information. On a maintenant en France depuis quelques années dans le code de commerce un principe de secret des affaires qui permet d'aller chercher une indemnisation auprès de la personne qui s'approprie indûment le secret des affaires d'une autre société. Donc là, on a beaucoup d'outils en fait pour sanctionner ce comportement. Mais encore une fois, on a un problème de preuve. Tout à fait. C'est là le vrai sujet. Et c'est là l'importance aussi d'être accompagné par des avocats dont c'est le métier pour effectivement faire ce travail-là et essayer de monter un dossier béton, parce qu'effectivement, c'est là, je pense, l'un des aspects aussi les plus complexes de votre part d'accompagnement, c'est de réussir à prouver. Tu as parlé tout à l'heure de DOL, Guillaume. Alors, qu'est-ce que concrètement, un DOL, qu'est-ce que c'est pour les auditeurs peut-être qui n'auraient peut-être pas forcément connaissance de ce terme, et quels comportements peuvent être caractérisés comme étant un DOL? Alors, dès qu'on va parler de DOL, là, on va se placer après la cession. Ouais. Une cession de société, une cession d'action, c'est un contrat. C'est un contrat particulier, mais c'est un contrat. Et en droit français, les contrats sont régis par des règles de droit commun, notamment ce qu'on appelle les vices du consentement. C'est-à-dire que le consentement à un contrat, il doit être éclairé. Il ne doit pas être vicié par le comportement de l'autre partie. Et parmi les différents vices du consentement qu'on a, on a le DOL.
Le dol, c'est le cas très spécifique du consentement d'une partie qui est vicié par le fait que l'autre partie lui a caché de l'information ou lui a transmis des informations fallacieuses. Mais donc l'a mené en fait à signer, alors que peut-être qu'il n'aurait pas signé, ou alors qu'il aurait signé à des conditions différentes. Donc c'est en fait une forme de tromperie. Et on est sur le même mécanisme, c'est-à-dire de réussir à prouver au final toutes ces preuves, enfin de prouver qu'il y a eu vraiment une intention mauvaise de la part du vendeur. Ça qui est intéressant, c'est la notion d'intention, parce que le dol, c'est intentionnel. C'est pas une erreur. C'est l'intention de cacher de l'information ou de transmettre des informations fallacieuses. Et l'intention, c'est difficile à prouver. Pour te donner quelques cas de décisions qui ont été rendues qui sont assez illustratifs, les cours d'appel vont considérer que des comptes qui sont mal tenus, dont l'acquéreur se rend compte postérieurement à son acquisition, s'ils sont mal tenus depuis 10 ans, et que c'est comme ça que c'est tenu historiquement, c'est pas forcément du dol. Si en revanche, ils ont été tenus d'une certaine manière pendant 9 ans, et que la 10e année, quand on veut vendre, on change de méthode comptable, et que là, on a une présentation qui devient un petit peu plus fallacieuse ou inexacte, là, on peut commencer à caractériser une intention. Donc, on est vraiment dans du cas par cas. Et effectivement, c'est l'intention qui est difficile à prouver. Après, il y a des cas qui sont beaucoup plus évidents et spectaculaires. Tu acquiers ta société, tu reçois une assignation en justice par un concurrent, un fournisseur, un client mécontent. Ça devient du dol à partir du moment où, en réalité, le vendeur avait reçu une mise en demeure de la partie adverse 6 mois plus tôt, mais qu'il ne te l'avait pas révélé. Lui savait qu'il existait un risque de contentieux, qu'il n'a pas révélé. Volontairement, il a omis de te transmettre une information. Tu aurais eu cette information, tu serais allé voir ton avocat, tu lui as dit, voilà, on a ici un risque juridique. Ton avocat va l'apprécier, c'est-à-dire on a plus ou moins de chances d'être condamné, on a un enjeu qui est à telle hauteur. Et toi, cette consultation de ton avocat, elle te permet de prendre une décision éclairée. J'achète, parce que c'est un petit contentieux, ça ne change rien à la vie de la société. C'est un contentieux qui m'ennuie parce qu'il peut affecter la réputation de la société et je n'ai pas envie d'une exposition médiatique. C'est un gros enjeu. Et si je l'accepte, je vais renégocier le prix parce que je ne veux pas vivre avec ce niveau de risque. Donc voilà, ça c'est tout le panel de réactions qui est à ta disposition si on t'a donné cette information. Et comme il s'agit d'une intention, justement, comment on pourrait se sécuriser par rapport à ça ? Il va y avoir un certain nombre de choses dont on peut considérer qu'un vendeur va devoir naturellement les révéler, et s'il ne les révèle pas, c'est caractéristique de l'intention. Quand tu reçois un courrier de l'administration fiscale qui t'interroge, tu sais que tu as potentiellement un contrôle et un redressement fiscal et que tu n'en fais pas part à la personne qui veut acheter ton entreprise, c'est pas un oubli. Ouais. C'est pas un oubli. Voilà, là, il faut pas plaisanter. Mais effectivement, cette caractérisation de l'intention, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas toujours évidente. Dans certains cas, elle l'est. Dans d'autres, il va falloir aller chercher. Encore une fois, c'est vraiment cet exemple de comptes qui sont mal tenus pendant 10 ans. C'est pas la même chose que des comptes qui sont mal tenus la dernière année avant la cession. Ouais. Tu as eu des cas récemment, ou même pas forcément récemment, mais est-ce que tu as eu des cas justement dans lesquels il y avait un véritable dol de la part de l'acheteur ou même du vendeur ? J'ai eu la chance de traiter un très beau dossier de ce type, parce que c'est quand même pas très courant. Heureusement, bien sûr. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la meilleure manière de se prémunir contre ça, contre l'intention, c'est encore, quand on est acquéreur potentiel, de poser des questions précises, exhaustives, et de laisser des traces écrites de ce qu'on a posé comme question. Un vendeur qui oublie de te signaler qu'il a reçu une mise en demeure d'un de ses fournisseurs, on peut avoir un débat sur l'intention ou l'oubli. Si tu l'interroges sur le fait de savoir si on a des litiges potentiels, s'il y a des mises en demeure, des réclamations qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contentieux, mais qui pourraient l'être, et que là, il ne te répond pas, en revanche, on marque une intention de cacher l'information. Donc, déjà, pour s'en prémunir, en fait, il faut être exhaustif, il faut être précis. Ça veut dire que généralement, il faut être accompagné par des professionnels, des avocats, des professionnels du chiffre, des cabinets de M&A, qui ont l'expérience des bonnes questions à poser. Et ça peut paraître anodin, mais les bonnes questions à poser, si elles ne se posent que dans une salle de réunion, ça sert à rien devant un tribunal. Ouais. Parce que il faut donc donc on laisse des traces écrites. donc des échanges mails.
très souvent, voilà, qui montrerait effectivement. Si c'est des une intentions. réunion, si c'est une réunion, dans ce cas-là, on en fait un compte rendu de la réunion et on l'envoie à tout le monde. Et si personne ne conteste ce compte rendu, on va considérer que tout le monde l'accepte. Mais effectivement, ça c'est une mauvaise, c'est une manie d'avocat qui peut être perçue comme agaçante parfois par nos clients, mais on réfléchit toujours à se ménager les preuves en cas de problème. Et ça nécessite d'anticiper ces problèmes-là. Tout à fait. Alors, quel recours l'acheteur a pour suite à un dol? Alors, c'est un peu compliqué parce que la sanction naturelle en droit français des vices du consentement, c'est la nullité de la cession. La nullité, ça veut dire qu'on remet les parties dans l'état antérieur. Je te rends ce que tu m'as vendu, tu me rends le prix de cession. Et quand il s'agit d'une voiture avec laquelle on n'a fait que 50 km après l'avoir achetée, c'est pas très grave, ça change pas grand-chose. Quand on agit pour dol 6 mois, 1 an après avoir acheté une entreprise, l'entreprise qu'on peut être amené à restituer, c'est pas forcément la même qu'on a achetée. Oui, voilà. On peut avoir licencié, on peut avoir recruté, on peut avoir quitté les locaux, on peut avoir fait des gros investissements, on peut avoir acheté de l'immobilier, on peut avoir complètement pivoté de business model. Donc c'est un peu compliqué et c'est parfois aussi un peu compliqué à faire entendre au juge parce que il y a la sanction théorique. Et puis, il y a ce que tu vas mettre entre les mains d'un juge, qui est souvent un juge au tribunal de commerce. Donc, pas un magistrat professionnel, mais un juge qui a eu une vie de chef d'entreprise et qui va avoir une approche un peu pragmatique de ces situations. On ne peut pas forcément toujours restituer la chose qu'on a achetée. En revanche, ce qui est intéressant avec le dol, c'est qu'on peut aller chercher de l'indemnisation sur 2 terrains. On peut aller demander ce qu'on appelle une réfaction du prix. Autrement dit, avec ce qui a été révélé par la suite, on se rend bien compte qu'on n'a pas acheté au bon prix, on a certainement acheté trop cher. Ce qui est compliqué, c'est d'apprécier en fait ce différentiel de valeur. Et là, on va parfois avoir recours à des experts judiciaires, notamment en matière financière, qui vont par exemple nous dire que cette présentation inexacte des comptes, ces provisions qui avaient été passées ou non ont affecté les comptes et la valorisation de la société d'une certaine manière. Ce contentieux dont on aurait dû être informé, il nous a coûté tant de milliers d'euros de frais d'avocat et on a pris une condamnation de 100 000 euros. Donc on peut aller chercher malgré tout cette réfaction du prix. Et on peut aller chercher également vraiment le préjudice que ça nous a causé. C'est-à-dire que si tu me caches que tu avais été mis en demeure par un de tes fournisseurs, que ce fournisseur m'a attaqué après que j'ai acheté et que ça m'a coûté 100 000 euros de condamnation parce qu'on est dans une situation où c'était quasiment inévitable de se prendre une condamnation, je vais aller te demander l'indemnisation de ce préjudice. Et même pour les conseils qui ont travaillé sur cette opération, de quelle manière ils sont aussi dédommagés, ceux qui ont reçu des honoraires par exemple de conseil, et on acte la nullité de cession, donc il y a le deal n'est plus, et il y a une restitution peut-être au niveau du prix, c'est ça, donc l'acheteur, le vendeur remet le prix, remet ce qu'il a perçu à l'acheteur, et en termes de conseils, donc les honoraires des conseils, est-ce qu'ils sont aussi... peut être un poste de préjudice. C'est-à-dire que, effectivement, je te rends tes actions, tu me rends le prix de cession, mais n'oublions pas que moi, pour acheter tes actions, j'ai dépensé 50 000 euros de frais de conseil. Et ça, c'est un préjudice, parce qu'aujourd'hui, la société, je ne l'ai plus. Et parce qu'on pourrait aussi, de certaine manière, engager même les conseils. À quel point ils peuvent être responsables? Ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire qu'effectivement, dans quelle mesure est-ce que les conseils qui ont accompagné le deal ont fauté ou non, ça c'est encore un autre sujet. Effectivement, on pourrait considérer par exemple qu'un expert comptable, un commissaire aux comptes qui a accompagné l'audit financier de la société et qui est passé à côté de choses qui devraient, pour un professionnel de son calibre, être évidentes, on peut considérer qu'il a mal fait son travail, qu'il a engagé sa responsabilité et qu'elle peut donner lieu à indemnisation. Mais là, c'est entre la partie qui a été mal conseillée et son conseil. Oui, et donc, d'où l'importance aussi de faire un gros travail approfondi. Et ça va nous amener à la question suivante, justement, des moyens de se prémunir contre ce type de situation. Tu as parlé aussi donc d'audit aussi approfondi. Quel autre moyen tu vois pour éviter ce type de situation, Guillaume? Alors, la difficulté du dol, c'est que c'est intentionnel. Donc, tu as face à toi une personne qui a eu l'intention de te tromper et c'est très difficile.
de se prémunir contre les mauvaises intentions de quelqu'un. Ouais, Et c'est très difficile d'aller chercher de l'information qu'une personne veut te cacher. Surtout que c'est pas toi qui as les mains dans cette société. Tu n'as que ce qu'on te communique. Donc vraiment se prémunir contre la mauvaise intention d'autrui, on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut anticiper. C'est-à-dire qu'on peut être bien accompagné par des professionnels, on peut poser les bonnes questions, on peut laisser des traces écrites, on peut insister quand on a des réponses qui sont un peu trop vagues et floues. On peut aller dans le fond des sujets, on peut, dès la lettre d'intention, parce que mine de rien, même si on est passé au stade de la session, dès la lettre d'intention, on peut avoir laissé des traces écrites de ce qu'on recherchait, de quelle était notre intention dans ce deal. Tout à fait. Et tout ça permet de retricoter devant un tribunal le contexte dans lequel on se plaçait initialement et de démontrer qu'on a été trompé. Il y a un document aussi très très important dans un deal et qu'il est nécessaire aussi parfois d'expliquer au vendeur comme à l'acheteur, c'est la garantie d'actifs et de passifs, qui est aussi et surtout un moyen justement de se prémunir et de se protéger contre des risques potentiels qui surviendraient post-session. Alors, est-ce que tu peux introduire déjà ce qu'est la gap, même si peut-être les auditeurs, à force d'écouter les podcasts, ont pu entendre ce terme, mais déjà nous rappeler ce qu'est la gap et comment bien la négocier pour se prémunir contre ce type de situation, Guillaume. Bien sûr. Alors, la garantie d'actifs et de passifs, c'est un document contractuel qui va généralement être signé à côté, parallèlement à l'acte de cession, et qui va venir, en fait, qui va être la garantie donnée par le vendeur de l'actif existant et du passif futur. La garantie d'actifs, elle va s'activer quand on se rend compte qu'un des actifs de la société qui a été acquise ne correspond pas à la réalité de ce qui a été présenté. On va par exemple, je sais pas, on va voir ça peut être des cas comme un brevet inexploitable, ça peut être un bâtiment peut-être mal construit, ça peut être tout plein de choses. C'est vraiment l'actif, mais c'est vrai que la garantie d'actifs et de passifs, on l'appelle souvent en fait la garantie de passif, parce que c'est souvent sur la partie passif qu'elle s'active. Et c'est certainement ce qui est le plus important, parce que généralement l'existence et la matérialité de l'actif, on l'a vu dans la phase de négociation. Oui, ça a déjà été bien approfondi. Ça a été approfondi. Et sur la partie passif, en fait, la garantie de passif, c'est garantir l'acheteur contre un passif nouveau qui va apparaître postérieurement à la cession, mais qui a son origine avant la cession, donc dans la gestion du vendeur. Et ce qui est intéressant, ça peut paraître être un peu concomitant avec le DOL, mais le DOL, c'est une information qui est connue et qui n'est pas transmise. Dans le cas de la garantie de passif, le passif, il est nouveau. Mais c'est juste qu'en revanche, on peut le rattacher à des actions qui ont eu lieu sous le contrôle et la gestion du vendeur. Quel contentieux fréquent, toi, tu vois dans une gap ? Alors, le cas classique de la gap, c'est le redressement fiscal. Tout simplement, c'est-à-dire le redressement fiscal. On se prend postérieurement à l'acquisition une notification, un contrôle, un redressement fiscal sur des comptes, sur des déclarations, sur des opérations qui ont eu lieu antérieurement à la cession. Ce n'était pas connu, ça intervient postérieurement, mais ce n'est pas la gestion de l'acquéreur. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, il n'est pas très juste que l'acquéreur se retrouve à subir les conséquences des comportements du vendeur. Et en même temps, le vendeur, lui, n'est pas de mauvaise foi. C'est pas des sujets qu'il connaissait et dont qu'il pouvait porter à la connaissance de son acheteur. Et c'est pour ça que la garantie de passif, en fait, elle vient combler un trou dans la réglementation. C'est un mécanisme qui nous vient du monde anglo-saxon et elle vient effectivement couvrir en fait un certain nombre de risques pour le vendeur qui sont pas des risques de mauvaise foi, mais qui sont des risques d'entreprise, des choses qui se réalisent. Donc effectivement, tu vas avoir le contrôle fiscal, le redressement URSSAF notamment. Tu vas avoir toute une gamme de litiges dont on n'avait pas connaissance antérieurement à la cession, mais qui, pour autant, ont leurs sources dans des actions antérieures. Tu vas avoir un fournisseur qui va te reprocher des fautes contractuelles, mais ces fautes, elles ont été commises par le vendeur. Il n'en avait pas connaissance, ça lui avait pas été notifié, donc il n'a pas été de mauvaise foi, c'est pas qu'il a retenu l'information, mais on le découvre après, mais c'est pas toi, acheteur, qui est responsable de cette situation.
Alors, quelles précautions il faut prendre pour la rédaction de la GAP ? Une GAP, c'est un document qui peut, dans certains cas, être vraiment complexe et extrêmement sophistiqué. C'est vraiment des mécanismes contractuels où il y a aussi une place, il y a une place à l'expérience, au retour d'expérience des praticiens, et puis il y a de la créativité. On cherche parfois à pousser un petit peu les limites de l'existant. Et c'est là que c'est rigolo. Tout à l'heure, je te parlerai en préparant ce podcast avec toi, je suis tombé sur une décision de la Cour d'appel de Paris qui est assez marrante. Donc on se disait comment on rédige une GAP et comment on se prémunit. Alors, c'est un contrat. Donc tu vas avoir les intérêts d'un côté de l'acheteur, d'un côté du vendeur, et chacun va essayer de tirer la couverture à lui. Et la réalité, c'est qu'on va trouver un équilibre entre les deux. Et il y a quand même un certain nombre de pratiques sur le marché qui sont assez récurrentes. Tu vas avoir un acheteur qui va avoir intérêt à se couvrir au maximum, avoir une garantie qui couvre la durée la plus longue possible, qui va avoir intérêt à limiter le moins possible les montants qui sont objets de la garantie, qui va avoir intérêt à avoir des mécanismes de garantie qui peuvent s'actionner facilement, qui va avoir intérêt à ce que le vendeur laisse, par exemple, en séquestre une somme pour qu'il y ait une garantie de la garantie. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir une garantie contractuelle, mais si on n'a personne contre qui la mettre en œuvre, ça sert à rien. Et d'un autre côté, tu vas avoir un vendeur qui, lui, il va avoir intérêt, dans la mesure du possible, à percevoir un maximum de son prix de cession le plus tôt possible. Il va avoir intérêt à avoir une garantie la plus courte possible pour ne pas vivre avec un risque financier pendant trop longtemps. Il va avoir intérêt à limiter au maximum les montants garantis. Et la rencontre de ces deux intérêts, ça donne quand même des pratiques contractuelles qui sont assez courantes. Par exemple, la durée d'une GAP, c'est quand même très souvent 3 ans. 3 ans, pourquoi ? Parce que ça couvre une bonne partie des prescriptions fiscales et sociales. Donc, on considère que ça couvre ça couvre une partie assez raisonnable des risques possibles. Bon, là, voilà, c'est pas une obligation, mais c'est un équilibre qui est trouvé dans la pratique parce que c'est raisonnable pour tout le monde. Ensuite, tu vas avoir des mécanismes qui touchent au montant garanti. Et là, on a toute une palette. On a toute une palette assez extraordinaire. Encore une fois, c'est du contrat, donc on peut tout mettre dedans. On va avoir ce qu'on appelle des seuils de déclenchement. Ça permet de dire qu'en dessous d'un certain montant de réclamation, c'est pas garanti. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une franchise. Ouais. C'est-à-dire qu'une franchise, c'est comme en assurance, ça va être un montant qui va être déduit de la réclamation. Mais la franchise, on peut avoir une franchise par réclamation, on peut aussi avoir une franchise globale. Et une fois qu'elle est atteinte, on n'a plus de franchise pour la réclamation suivante. Tu vas avoir des plafonds. Et ça, le plafond, c'est quand même important pour le vendeur, parce que le vendeur ne veut pas être tenu de manière indéfinie sur des montants qu'il n'arrive pas à anticiper. Et tu vas avoir des plafonds en termes de réclamation individuelle. Tu vas souvent avoir un plafond global. Parfois, le plafond, lorsqu'il est atteint, il va déclencher une clause de révision du prix, parce qu'on va considérer que passé un certain niveau de réclamation, on a vraiment acheté à un prix qui n'est pas raisonnable, même si on ne pouvait pas l'anticiper avant. Ouais. Donc en fait, ça permet quand même de couvrir beaucoup de réalités. Et effectivement, du coup, c'est quand même des contrats qui sont assez sophistiqués. Tu vas avoir toute une négociation autour des mécanismes d'activation. Ouais. Est-ce qu'on se contente de la réclamation ? Est-ce qu'il faut qu'on ait pris une condamnation ? Si la garantie elle porte sur des litiges, est-ce que le vendeur participe aux frais de défense ? Enfin, c'est toute une palette et effectivement, c'est de la négociation, donc on va peut-être lâcher un peu plus sur la franchise, mais se dédouaner du remboursement des frais d'avocat en tant que litige. On va renégocier la clause de révision du prix, mais on va baisser ou augmenter le seuil du plafond global. Donc voilà, c'est une négociation qui est assez passionnante pour le coup. Il y a énormément d'aspects donc dans une GAP à négocier, mais de par ton expérience, quels aspects sont le plus souvent négociés et parfois complexes et qui peuvent malheureusement mener à une petite rupture de deal parce que ça ne convient pas, parce que c'est déjà arrivé qu'aucun ne s'entende sur la GAP, qui est un document qui n'est pas forcément compris aussi par le vendeur, parce que quand on dit au vendeur qu'il y a un montant qui ne touchera pas, qui est en séquestre, il y a qu'à une pédagogie à mettre en place. Et voilà, je sais que dans mon cas, il y avait à un moment donné un vendeur qui, lui, il ne comprenait pas pourquoi il toucherait qu'une partie du prix, parce que pendant 2-3 ans, ça serait bloqué, et le vendeur, lui, tout ce qu'il veut, c'est surtout les sous dans sa poche, et on va dire, et il veut pas entendre le reste.
Qu'est-ce qui est plus souvent négocié donc, dans une gap et qui peuvent être sujet vraiment à négociation? Alors, d'abord, malgré tout, dans mon expérience, quand on en arrive à négocier la gap, c'est assez rare que le deal n'aille pas au bout. Ça peut être des négociations qui sont un peu âpres, mais on en a généralement trop fait pour ne pas la signer. On est trop loin dans le processus. Si on en est là, c'est que tout le monde a envie. Oui. Et ça veut dire généralement qu'on s'est quand même mis d'accord sur les paramètres de la session elle-même. Donc on a quand même fait une grosse partie du boulot. Mais dans mon expérience, ce qui est beaucoup négocié, alors c'est effectivement la partie financière, c'est-à-dire les franchises, les seuils de déclenchement, les plafonds, la clause de révision du prix qui peut être activée en cas d'atteinte du plafond global, elle est souvent assez douloureuse pour le vendeur. C'est pas rare qu'elle ne passe pas de ce fait. Il faut vraiment qu'on soit dans une situation qui l'impose presque en fait pour qu'elle passe, parce que sinon, au bout d'un moment, le vendeur qui fait la démarche de se dire qu'il va devoir une garantie, qu'il va ne pas percevoir tout son prix de cession, que sur la partie qu'il a séquestrée, il va pouvoir avoir des sommes qui vont être perçues par l'acheteur. Déjà, un vendeur qui a fait un travail sur lui, qui n'est pas toujours évident, parce que c'est vrai que lui, initialement, quand il veut vendre et qu'on lui propose un montant, il fait montant, position, voilà ce que j'ai dans la poche. Tout à fait. Ah, mais c'est ça, exactement. Pragmatique. Donc c'est vrai que la clause de révision de prix, elle est douloureuse, parce que là, on vient en fait retoucher postérieurement à une partie du deal qui, pour le vendeur, est figée. Ouais. Voilà, à ce niveau-là, voilà, on est d'accord sur le prix. Ensuite, alors comment tout ce qui va toucher au montant de la garantie qui reste malgré tout un petit peu douloureux, après on a des mécanismes qui deviennent assez classiques, c'est-à-dire que les montants qui sont séquestrés, généralement on va les libérer périodiquement, on va en libérer une partie vers le vendeur, donc on ne va pas lui séquestrer l'intégralité de la partie séquestrée pendant l'intégralité de la durée de la garantie. Si on est sur une garantie sur 3 ans, on va la libérer par tiers, globalement, chaque année. Donc c'est rassurant. Ce qui est souvent rassurant pour les parties à une gap, c'est la qualité du séquestre. Nous, on a de la chance. À Paris, on a un séquestre de l'ordre des avocats, qui est un séquestre vraiment de qualité, c'est-à-dire c'est vraiment des professionnels expérimentés qui travaillent sur certains des plus gros deals de la place parisienne et qui connaissent parfaitement leur métier. Et en plus, adossé à un ordre des avocats, donc une profession réglementée. Ça, pour un vendeur qui doit laisser de l'argent en séquestre, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'on est face à des professionnels qui vont être souvent de bons conseils sur les conventions de séquestre, parce que la convention de séquestre aussi, on la négocie. Tout à fait, oui. Mais tout est négocié dans la gap. Et dans quelles conditions est-ce que le séquestre libère des fonds ou non ? Vraiment. Voilà. Et donc c'est vrai que le fait d'avoir ce recours au séquestre de l'ordre des avocats, ça fait partie des facteurs rassurants. Quel mécanisme il existe pour justement pour régler ces différends qui seraient liés à la gap ? Alors, globalement, tu vas avoir 2 grands cas de figure. Tu vas avoir un cas de figure dans lequel la gap s'active d'une manière assez difficile à contester. On est vraiment dans un cas assez évident d'application. Et ça, généralement, ça se traite amiablement. La plupart du temps, les activations de gap, quand même, elles se traitent amiablement. On découvre quelque chose, on a une somme qui est séquestrée, on a un vendeur de bonne foi, tout le monde comprend, on a un accord, on dit au séquestre de libérer telle somme vers l'acquéreur et tout va bien. Après, encore une fois, on est sur du contrat, donc on a des cas limites. Ouais, tout à fait. Et là, à part la seule solution qu'on a, c'est d'aller voir un juge, en fait, et de lui dire voilà la situation, voilà la garantie qu'on a signée. On considère que cette garantie s'applique pour telle et telle raison. Le juge rend une décision et généralement, à défaut d'accord entre les parties, le séquestre ne va libérer les fonds que sur décision de justice, parce que lui, en tant que séquestre, il ne veut pas engager sa responsabilité. Parce que l'argent qu'il va libérer, il ne sait pas s'il va le retrouver s'il le libère trop vite. Donc malheureusement, ça passe par le judiciaire. Après, on peut avoir on a en France beaucoup d'outils judiciaires. On a des procédures rapides, comme des référés. Le référé, malgré tout, c'est une procédure d'évidence dans laquelle on n'a pas de contestation sérieuse. Donc, dès qu'il y a un petit peu d'interprétation de contrat, il faut aller ce qu'on appelle au fond. Mais même au fond, on n'est pas forcément obligé de rentrer dans un contentieux de longue haleine. On a des mécanismes de procédure à bref délai qui permettent d'avoir une décision au fond aussi solide qu'une décision au fond, mais dans des délais raccourcis, si on justifie d'une urgence. Donc on peut malgré tout raccourcir au maximum ce temps judiciaire, mais malgré tout en France, le contentieux, ça prend du temps, et quel que soit le pays, ça a un coût. Donc évidemment, si on arrive au contentieux pour l'application de la gap, c'est qu'on est soit dans une forme d'échec, parce qu'on a une forme de mauvaise foi d'un côté ou de l'autre des parties,
soit parce qu'on touche peut-être, ça peut arriver malheureusement, à un point de la GAP qui n'est pas idéalement rédigé, qui peut être un peu flou, les cas limites, la zone grise. C'est là que se fait la jurisprudence, mais c'est sûr que pour celui qui subit la situation, c'est pas confortable. Alors pour clôturer cet aspect sur la GAP, qui est un document à nouveau très très important durant les négociations, quel conseil tu pourrais donner, même si au travers de cet échange, tu as donné quand même pas mal de bons conseils, mais est-ce qu'il y a 2-3 conseils vraiment sur lesquels il faut insister quand on arrive au moment de la GAP et de sa rédaction? Dans mon expérience, les acquéreurs ou les vendeurs qui ne sont pas des professionnels du deal, qui ne sont pas des fonds d'investissement par exemple, pour eux, quand on en arrive à la signature de la cession, le gros du travail est fait. Ils ont parfois du mal à comprendre que la GAP, c'est aussi important que ça. Et ils ont parfois du mal à comprendre qu'on peut passer plus de temps à négocier la GAP que l'acte de cession. Ouais, mais tout à fait. Et en fait, la pédagogie que nous, on doit avoir, professionnels du conseil, c'est de vraiment leur expliquer que c'est dans leur intérêt, que ça prenne le temps que ça doit prendre et que ce soit rédigé dans le luxe de détails qui s'avère nécessaire, parce que ça protège tout le monde en réalité. Ça protège aussi bien l'acquéreur que le vendeur. Et une GAP mal rédigée sur un coin de table, ça fonctionne mal. Il n'y a pas de modèle de GAP. Il n'y a pas un modèle tout cuit avec juste les noms des parties à changer, on signe en bas de page. Ah ouais, malheureusement, ça marche pas comme ça. Il ne faudrait pas l'inventer parce que sinon, je pense que peut-être certains l'utiliseraient malheureusement à tort. Mais parfois, nos clients ont le sentiment que c'est presque un document annexe, pas très important, et ils comprennent pas forcément en première intention l'enjeu qu'il y a derrière. Et c'est là que notre métier, c'est aussi d'accompagner nos clients et les alerter sur les risques et comment on les encadre. Parce qu'un deal réussi, au final, c'est l'après, en fait. C'est là où on voit si un deal a parfaitement réussi. Parce que voilà, il y a le closing, bon, forcément, tout le monde est content, chacun a fait, l'acheteur a fait son acquisition, le vendeur a touché le prix. Mais c'est vrai que c'est après, et il faut bien sécuriser l'après-cession. Et on va parler, donc ça va nous amener à cette partie sur laquelle aussi tu es expert et sur laquelle tu accompagnes aussi tes clients, c'est sur les litiges entre associés. Donc quand on parle de litiges entre associés, évidemment, on parle de litiges entre associés durant la vie aussi de tous les jours d'une entreprise, depuis la création, mais également lorsqu'on a des nouveaux associés, après un deal par exemple, comment se prémunir contre ces potentiels litiges, soit avec son associé historique, soit avec ses nouveaux associés, quand on vient de racheter une boîte ou quand on est en période de transition et qu'on a vendu sa boîte. Alors, est-ce que tu peux nous en dire davantage justement sur les principaux, on va dire, litiges qui touchent les associés, ce que toi tu vois, parce qu'évidemment il y a une multitude de cas, et c'est à nouveau au cas par cas. Qu'est-ce que tu vois fréquemment comme litige ? D'abord, il faut. Enfin, je vais te livrer une métaphore qui est un peu éculée, mais qui est vraiment d'une exactitude totale. Une association, c'est un mariage professionnel, et c'est comme ça qu'il faut le traiter. Les litiges entre associés, la plupart du temps, ils viennent d'un manque de communication. On s'est associés en se disant qu'on allait faire un super truc ensemble, mais on n'a pas du tout voulu parler de ce qui se passerait si on n'est plus d'accord sur tout. Et en fait, en réalité, la plupart des litiges entre associés pourraient être évités si on avait mieux communiqué en amont. Quand on parle de faire un pacte d'associés, c'est pas juste, encore une fois, prendre un modèle et avoir quelques clauses types qu'on signe en bas de page. Quand on travaille, nous, avec des fondateurs, par exemple, sur un pacte d'associés, on va les pousser à se poser des questions un peu douloureuses. Moi, j'ai accompagné récemment 4 associés qui ont créé leur structure depuis quelques années et qui avaient à cœur là, de poser un pacte d'associés. Le vrai sujet qui s'est posé, c'est qu'on a 2 associés qui sont plus proches de la retraite que les autres. Et là, on les a amenés à se poser la question de savoir c'est quoi le moyen terme, en fait. Certains d'entre vous vont peut-être vouloir quitter la société, vont vouloir partir à la retraite, vont vouloir faire d'autres choses. Qu'est-ce qui se passe si l'un d'entre vous a un accident de la vie, est en invalidité? Voilà, toutes ces questions, ils ne se les étaient pas posées. Sur le coup, quand je leur ai posé la question, ils m'ont regardé avec des yeux un peu écarquillés en me demandant de quoi je leur parlais. Et puis quand on a creusé le sujet, ils ont compris qu'en réalité, un pacte d'associés, c'est ça. C'est se poser les bonnes questions et anticiper les problèmes qui peuvent exister, parce que c'est malheureusement très courant,
Mais ces problèmes, quand ils se posent et qu'on les a anticipés et qu'on a décidé d'avance comment on allait les régler, bizarrement, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faut aucun tabou, il faut tout mettre sur la table. Et voilà, comme un mariage, il faut anticiper et dire malheureusement voilà, des potentielles divergences qui surviendraient, parce que c'est vrai qu'au moment du projet, tout le monde est excité, on pense trouver en notre associé, enfin en notre ami, très souvent c'est des personnes qui s'associent parce qu'elles sont amies ou elles ont une très bonne relation, mais elles n'ont jamais véritablement travaillé ensemble ou elles ne sont pas du tout complémentaires. Et elles se disent, effectivement, c'est bon, on n'a pas besoin d'un pacte d'actionnaires, on saura s'entendre. Mais dès lors qu'il y a une première divergence au niveau même stratégie, c'est très souvent le cas, oui. C'est là où voilà, que les conflits commencent. Et ça vient surtout après sur la fameuse question, combien tu me rachètes mes parts ? Et à partir de quel moment on peut commencer, voilà, les associés peuvent se protéger. Donc, il y a aussi, au-delà du pacte d'actionnaires, quelque chose qui est beaucoup plus gravé, on va dire, dans le marbre, c'est les clauses statutaires. Oui, évidemment. Alors, déjà, à partir de ce moment-là, comment les associés peuvent se protéger vis-à-vis de la rédaction des statuts de la société ? Alors, aujourd'hui, en France, on a une pratique qui est assez courante, qui est de faire des statuts relativement légers, light, et de placer un maximum de choses dans le pacte d'associés. Pourquoi ? Parce que les statuts, aujourd'hui, en 3 clics sur Internet, ils sont visibles, tout à fait. Voilà. Alors qu'un pacte d'associés, c'est un contrat, c'est totalement confidentiel et privé. Et effectivement, on a un certain nombre de choses dont on décide quand on s'associe, qu'on n'a pas forcément envie de porter à la connaissance du public. Malgré tout, les statuts, ça reste le document de base, c'est le fonctionnement de base de la société, donc c'est absolument essentiel d'y réfléchir. Dès les statuts, on va se demander si les actions de la société, elles sont librement cessibles ou si on a besoin d'un agrément. Est-ce qu'elles sont librement cessibles à un conjoint, à un héritier ou non ? Ça veut dire que si je décède et qu'elles ne sont pas librement cessibles, tu vas les racheter à mon fils, mes actions. Alors que si elle passe librement, c'est mon fils qui va devenir ton associé. Est-ce que j'ai envie d'être associé ? Tu as envie d'être associé avec mon fils ? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et ça démarre à ce moment-là dans les statuts. Et c'est vrai qu'on a tendance à placer beaucoup de ces discussions dans les pactes d'associés, mais c'est pas toujours malin. Moi, j'ai un exemple assez récurrent en fait dans ma pratique. On a un article du Code civil qui est le 1843-4. C'est l'article qui permet de voir désigner un expert dans le cadre d'un litige sur la valeur d'action pour lui demander de nous dire combien ça vaut. Et c'est un mécanisme qui est très intéressant. Seulement, moi, je le vois beaucoup dans les pactes d'associés. On a une clause d'agrément, à défaut d'agrément et d'accord sur les parties sur le prix de rachat des parts. Recours à l'expert, 1843-4, même chose pour les clauses de sortie forcée, les clauses d'exclusion. Le problème, c'est que le Code civil, il nous dit explicitement, et la Cour de cassation le redit régulièrement, le renvoi à cet article, il n'est valide que s'il est dans les statuts, pas dans le pacte d'associés. Ah oui, d'accord, effectivement. Oui, donc on a parfois l'impression d'avoir un pacte d'associés qui est très smart, et très bien rédigé, mais en fait, il est inefficace. Ah oui, tout à fait. Et alors justement, comment se prémunir contre ce type de situation ? Comment bien rédiger ces clauses-là ? Parce qu'au final, tout est une question de clauses et d'imbrication des clauses, parce que c'est ça aussi qui est parfois difficile à faire, c'est lire entre les lignes et comprendre la logique de chacune des clauses et leur imbrication et leur application surtout pour les différentes parties. Donc, quelles clauses tu vois fréquemment et surtout comment bien rédiger des clauses pour prémunir ce type de situation ? Globalement, dans des statuts comme dans un pacte d'associés, tu vas avoir plusieurs grandes thématiques. Première grande thématique, ça va être la gouvernance. Qui dirige ? Qui décide ? Si cette personne dirige et décide, est-ce qu'elle a la main sur toutes les décisions ou est-ce qu'elle a un certain niveau de décision pour lequel elle doit avoir l'accord d'un board ou l'accord des associés ? Ou est-ce que simplement peut-être le board, c'est uniquement consultatif ? Mais s'il est uniquement consultatif, est-ce que le défaut de consultation, malgré tout, met le dirigeant en péril ou non ? Donc là, on doit se demander comment on a envie de gérer son entreprise. Un investisseur doit se demander quel niveau d'information il veut pouvoir récupérer s'il n'est pas dirigeant, quel niveau de contrôle il veut pouvoir exercer ou non. Donc là, il y a un équilibre à trouver. Encore une fois, ça reste un contrat.
C'est des débats qu'on a dans le cadre d'une levée de fonds. Évidemment, dans une levée de fonds, tu vas avoir un dirigeant qui va avoir intérêt à lever un maximum de fonds en lâchant un minimum de capital et en rendant un minimum de compte. Et à côté de ça, tu vas avoir un investisseur qui va vouloir en avoir pour son argent. Et même s'il ne dirige pas au quotidien, il va vouloir avoir un maximum d'informations et de contrôle. Et donc, on va essayer de trouver un équilibre entre tout ça, parce qu'à la fin, il faut quand même aussi qu'il y ait une société qui fonctionne. Tout à fait. Parce que qu'est-ce qui, au final, ce que, de par ton expérience, c'est toujours, c'est quelle situation amène à ce type de conflit? Est-ce que c'est sur des clauses? Est-ce que c'est parce que à un moment donné, l'un des associés veut vendre ses parts ou n'est plus d'accord avec la stratégie de son autre associé? Voilà. Quelle situation tu vois le plus souvent et qui sont peut-être marquantes aussi? Alors, tu vas avoir un premier grand groupe de décisions qui va avoir trait à la gouvernance, c'est-à-dire que tu vas généralement avoir un dirigeant qui est également associé. On est dans un litige entre associés, mais en même temps, c'est aussi un dirigeant. Et un dirigeant de société, eh bien, alors, non seulement il doit respecter des règles statutaires, des règles du pacte d'associés, mais il a une responsabilité plus générale. C'est-à-dire qu'il engage sa responsabilité en cas de faute de gestion qui crée un préjudice pour la société. Donc, tout associé, évidemment, doit évidemment surveiller cet aspect des choses. Ce qui est particulier, c'est que le dirigeant représente la société. Et si la société subit un préjudice, techniquement, c'est lui qui devrait agir en justice au nom de la société contre lui-même. Ouais. Dirigeant qui voilà. Donc là, par exemple, on a un mécanisme légal qui s'appelle l'action ut singuli, dans lequel un associé peut engager au nom de la société la responsabilité du dirigeant, parce qu'on sait que le dirigeant ne va pas s'attaquer tout seul. Il l'engage à ses propres frais. Il n'est pas remboursé de ça. Mais donc, on a des solutions. On a des solutions aussi qui sont la révocation d'un dirigeant. Et après, on va se dire un dirigeant majoritaire. On ne peut pas le révoquer. Mais on a aussi une notion de révocation judiciaire. Je peux aller voir un juge en tant qu'associé minoritaire pour dire « Ok, je suis minoritaire, je n'ai pas la majorité pour le révoquer en AG, mais le dirigeant de ma société, il commet des fautes et il faut le sortir parce que là, on commence à avoir un danger pour la société. » Tu as parlé d'associés minoritaires aussi, et alors c'est fréquemment les associés minoritaires qui sont plutôt lésés, on va dire, ou qui subissent parfois ils subissent les situations. Exactement. Alors comment toi tu accompagnes un actionnaire minoritaire qui serait lésé d'une situation où parce que c'est toujours effectivement c'est parfois au détriment des minoritaires et les majoritaires parfois font aussi leur loi, et on le voit aussi dans certains deals, les minoritaires qui sont obligés de suivre le deal, qui sont obligés de suivre la stratégie et qui n'ont pas forcément leur mot à dire. Et comment protéger un actionnaire minoritaire? Comment l'accompagner dans le cas où il a été lésé? Alors, un actionnaire minoritaire, déjà pour commencer, généralement, il sait qu'il est minoritaire et il en connaît les conséquences. Il sait que c'est pas lui qui décide. En revanche, il peut, dans certains cas, avoir ce qu'on appelle les minorités de blocage, par exemple. Mais il peut pas l'exercer n'importe comment. Parce qu'en fait, qu'on soit minoritaire ou majoritaire en France, dans une société, on a effectivement un droit de vote, on a des droits, ce qu'on appelle les droits politiques. Mais ce droit de vote, il ne peut pas être exercé de manière abusive. Encore une fois, on en revient à cette notion d'abus. Et donc, on a, dans les côtés minoritaires comme majoritaires, on a de l'abus de majorité et de l'abus de minorité. C'est-à-dire que, effectivement, un majoritaire va pouvoir, de par sa majorité, imposer des décisions. Mais ces décisions, il ne faut pas qu'elles soient au détriment de l'intérêt de la société et à son bénéfice exclusif, et au détriment des minoritaires. Là, le cas d'école, par exemple, c'est le dirigeant associé majoritaire qui va systématiquement, à chaque exercice, mettre en réserve les bénéfices réalisés par la société sans distribuer de dividendes, sans qu'il y ait des projets d'investissement qui justifient de la mise en réserve, et tandis que lui se paye royalement en tant que dirigeant. Ouais, c'est parce qu'il veut pas que le minoritaire bénéficie, profite de la situation, des dividendes. Ouais, là, c'est un abus de majorité. Le minoritaire, il peut aller demander la nullité de cette assemblée générale pour abus par le majoritaire de l'exercice de son droit de vote. Et là, il faut évidemment le prouver que ce sont des réserves qui sont en fait pas utiles, ou peut-être pas qui sont pas nécessaires pour l'instant au fonctionnement de l'entreprise. J'ai un cas en ce moment où, quand tu regardes les derniers bilans, tu as quand même pas loin de 2 millions d'euros de disponibilité. Au 31-12, tu as chaque année des bénéfices qui sont plusieurs centaines de milliers d'euros. Tu as une société qui a une activité qui est hyper stable, tu as
aucun investissement particulier qui est prévu, tu n'as aucun risque à provisionner, et ça fait 10 ans que tous les bénéfices sont mis en réserve. Et justement, ma cliente minoritaire, elle commence à en avoir un peu assez. Là, on a parlé finalement d'associés minoritaires qui subissaient, mais en tout cas, c'est déjà arrivé aussi de voir, et ça nous est déjà arrivé aussi sur un deal, que c'est l'associé minoritaire qui peut bloquer le deal et qui nuit au deal parce que l'acheteur, il veut acheter la totalité de l'entreprise et le minoritaire, si l'offre proposée par son associé ne lui convient pas, il se dit non, moi en fait, je peux obtenir plus et je vais bloquer le deal pour négocier en fait avec mon associé pour qu'il me rachète au meilleur prix mes parts. C'est vrai que ça arrive, tu le vois souvent, voilà, ce type de situation. En fait, on le voit pas si souvent parce que tu as malgré tout aujourd'hui des clauses qui sont assez courantes, les clauses de sortie forcée, qui sont un petit peu, partie un peu des figures imposées, des statuts et des pactes d'associés, qui permettent justement à un majoritaire qui source à un acquéreur qui souhaiterait acquérir 100% de la société, d'obliger le minoritaire à vendre aux conditions qui sont proposées. Maintenant, moi, ce que j'ai vu, par exemple, de manière très étrange, c'est, très inhabituelle en tout cas, c'est une clause de sortie forcée qui a été mise en œuvre à l'encontre d'un minoritaire pour vendre la société pour une bouchée de pain, pour un deal dont personne ne comprenait pourquoi le majoritaire voulait le forcer comme ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte 6 mois plus tard que l'acquéreur a rétrocédé au majoritaire l'intégralité des actions. Ah oui. Voilà. Et alors, là où c'était un peu maladroit, c'est que malheureusement en France, on a un certain niveau de publicité des documents sociaux qui permet quand même de retracer tout ça et de se rendre compte de ce qui se passe. Première fois que j'entends c'était un peu grossier. Ouais. C'est quand même assez inhabituel, mais bon, voilà, ça c'est un cas d'abus d'application d'une telle clause. Mais c'est vrai qu'après, quand on n'a pas traité ces clauses-là ab initio, quand on a discuté de notre pacte d'associés, on peut se retrouver dans des situations où un minoritaire bloque un deal qui, objectivement, est un bon deal pour la société, pas simplement pour les associés qui vont vendre, mais qui est vraiment dans l'intérêt de la société. Et c'est pour ça qu'on a tout un travail, quand on rédige un pacte d'associés, de leur expliquer que ces clauses-là, aujourd'hui, ils n'en comprennent peut-être pas l'intérêt, mais qu'il faut se projeter sur des situations de vie qui peuvent être dans 10 ans, dans un cadre où la société aura évolué d'une manière très très favorable, ce qui est plutôt quand même le projet initial, tout à fait. Et leur expliquer que chacun à leur niveau peut subir en fait des situations dont il faut se prémunir dès aujourd'hui, et que c'est pas le moment en fait où le deal est sur la table qu'on impose une clause de sortie forcée. C'est avant. Tout à fait. Mais d'où l'importance de finalement de se pencher sur la rédaction à la fois du statut, mais surtout aussi du pacte d'actionnaires quand on fait rentrer des nouveaux associés, ou même pas forcément, mais et en fait de n'avoir aucun tabou donc avec ses associés, de tout mettre sur la table pour mieux anticiper et se protéger chacun, parce qu'au final c'est pour se protéger surtout contre ce type de situation. Donc. Et même au-delà de se protéger, ça permet malgré tout aussi d'accompagner nos clients dans la validation du principe même de leur association. Ah oui. J'ai eu 2 ou 3 cas ces dernières années de fondateurs qui sont venus me voir pour les accompagner dans la création et dans la création de leur pacte d'associés. Je les ai poussés dans certains retranchements et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les mêmes réponses. Ah oui. Et ils ont renoncé à leur projet. C'était peut-être un petit peu décevant sur le coup, mais tout le monde est d'accord pour se dire qu'il valait mieux s'en rendre compte maintenant que dans 5 ans, quand on aurait déjà créé de la valeur, embauché des salariés, pris un bail commercial, et là, tout devient beaucoup plus compliqué, en fait. Donc, au final, le rôle de l'avocat, c'est aussi, parce que c'est pas forcément le cas pour peut-être, je sais pas, tous les avocats qui peut-être posent les questions, parce que quand on va voir un avocat pour rédiger un pacte d'actionnaires, en général, peut-être l'avocat va surtout prendre en compte les remarques de chacun et va essayer de rédiger. Mais c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas cette première étape de poser les bonnes questions, de faire ce travail qui n'a peut-être pas été fait aussi par les associés. Et qui est rarement, il est rarement fait totalement. C'est-à-dire que même ceux qui ont eu la démarche d'essayer de creuser certains sujets, ils n'ont pas après l'expérience que nous on a du contentieux et des situations difficiles. Donc ils se sont peut-être pas posé toutes les questions. Mais ils ont parfois déjà fait un travail assez remarquable en fait, malgré tout, d'anticipation. Mais oui, si on les amène pas à se poser des questions parfois un peu compliquées, on fait pas notre travail. Tout à fait.
Guillaume, on arrive au terme de ce très bel échange. Alors, comme pour chacun de mes invités, est-ce qu'il y a des éléments peut-être qu'on n'aurait peut-être pas évoqués qui paraissent importants pour toi? Et évidemment, après, je te laisse le mot aussi de la fin pour dire ce que tu veux. Tu as carte blanche. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. Je pense que là, on a fait le tour autant que possible en un temps contraint. Après, c'est une matière qui est passionnante et dont on pourrait faire des bouquins et des bouquins. Si je peux simplement retenir un grand principe, c'est qu'il faut se poser les bonnes questions, il faut être accompagné par des professionnels, il faut laisser des traces écrites. Il faut rentrer en fait dans ces situations en étant optimiste sur le futur, mais en étant malgré tout prudent et en se protégeant. Mais sans rentrer dans la totale méfiance, parce qu'évidemment, il faut aussi faire confiance. Tout à fait. Et est-ce que je te laisse le mot de la fin et me dire, voilà, si tu veux faire, comme je l'ai demandé ce matin à mes invités aussi, une petite dédicace, voilà, ou pas forcément une dédicace, mais ce que tu veux. Écoute, je voudrais passer un mot à mon équipe. Voilà, mes associés, David, Benoît, Didier, toute notre équipe de collaborateurs qui sont absolument géniaux, nos stagiaires même, on les aime tous, nos assistantes, Jessica et Corinne, sans lesquelles on ne ferait pas grand-chose. Bon, tu connais tous les noms, c'est parfait. Et là, on voit vraiment que tu connais bien le cabinet. Aujourd'hui, je suis le porte-parole de ce cabinet, mais on est une équipe et c'est une belle équipe que j'aime beaucoup. Alors, pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout de ce podcast, est-ce que tu peux rappeler ce que ton cabinet fait et à nouveau sur quelle intervention, enfin sur quel niveau d'intervention tu interviens et quelle expertise vraiment te concerne et ce que tu peux faire aussi pour tes clients? Alors, le cabinet, un cabinet de contentieux des affaires. On traite du contentieux commercial, du contentieux pénal des affaires et des personnes, du droit du travail, du droit des sociétés et du M&A small cap. Et on a à cœur surtout d'être en capacité d'accompagner nos clients à 360. Génial. Merci beaucoup Guillaume. Et évidemment, c'est toujours un peu court pour traiter de ce type de sujet, mais si jamais vous êtes victime d'un dol ou vous souhaitez vous prémunir simplement de litiges entre associés, c'est le cabinet 28 octobre et Guillaume Jiménez surtout. Parce que c'est mon invité, donc c'est lui qui va voir. Pour les autres associés, évidemment, s'ils veulent évidemment recevoir des clients, ils passent d'abord par moi et mon podcast. Avec plaisir. Merci beaucoup Guillaume et à très vite.